ce webinaire est organisé par Brusano. Je vais pas m'étendre longtemps, mais donc c'est une ASBL qui est active sur l'ensemble de la région bruxelloise, qui vient en appui et qui coordonne l'ambulatoire et les bassins d'aide et de soins, les nouveaux 5 bassins d'aide et de soins à Bruxelles. On fonctionne avec des financements publics exclusivement. Et c'est une ASBL qui est assez jeune, qui a été créée en 2018 et qui rassemble une grande variété de profils, toute une série de compétences et aussi une certaine expertise pour tout ce qui est organisation du social santé. Alors, on agit depuis ce début d'année sur 6 territoires, 5 bassins et le niveau régional. Alors, Brusano travaille sur la transformation de l'organisation du système et comment on travaille là-dessus. On met à disposition des professionnels toute une série d'espaces dans lesquels ils peuvent expérimenter, ils peuvent utiliser des dispositifs qui vont leur permettre de travailler ensemble, de collaborer, de pouvoir expérimenter des modalités d'intégration, et ça dans l'objectif d'atteindre la vision de Brusano. Alors concrètement, ça veut dire que Brusano propose de l'accompagnement très concret pour les personnes en situation complexe ou de vulnérabilité et des dispositifs qui vont permettre de soutenir la collaboration et la complémentarité des différents acteurs à plusieurs échelles territoriales, les bassins, les quartiers et la région. Dans tout ce qu'on met à disposition, il y a notamment des brochures qu'on a appelées des focus. Et un de ces brochures, c'est celui dont il sera l'objet aujourd'hui. C'est une brochure qui porte sur les soins palliatifs et la fin de vie. Brochure qui se décline en un répertoire, donc Christine vous parlera un peu plus tard, et au minimum une fois par an, on organise une session live pour vous permettre de vous plonger dans le contenu de cette brochure et puis d'aller plus loin en vous donnant un espace pour adresser vos questions avec des intervenants qui travaillent sur la thématique. Et donc, je vais arrêter là le mot d'introduction et laisser tout de suite la place à ma collègue Christine Cornet qui va plonger dans le vif du sujet. Merci Gaëtane, bonjour à tous. Voilà, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'on va commencer par une présentation que je vais vous faire et ensuite il y aura une deuxième partie qui sera consacrée aux questions et réponses où nous avons le plaisir d'accueillir Céline Duhoux, qui est infirmière coordinatrice chez Aremis, et Maxime Vasseur, qui est infirmier responsable adjoint également chez Aremis et qui répondront à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, comme vous a expliqué Gaëtane au niveau technique tout à l'heure. Je vais donc directement rentrer dans le vif du sujet. On va aborder aujourd'hui les soins palliatifs, les déclarations de fin de vie et l'euthanasie. Alors, les soins palliatifs, la définition des soins palliatifs telle qu'elle a été définie selon la loi de 2002 et modifiée en 2016 est la suivante. C'est l'ensemble des soins de confort, l'ensemble des soins multidisciplinaires et de confort pour tous les patients qui se trouvent à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave et évolutive, dont le pronostic vital est mauvais, et soit, quelle que soit l'espérance de vie de la personne, et cette personne qui est en souffrance globale avec des besoins spécifiques. Les soins palliatifs visent à une qualité de vie à la fois pour le patient, mais également pour ses proches et ses aidants proches, et cela se fait par une approche multidisciplinaire où que soit le patient, donc quel que soit son lieu de vie. Il existe un outil et une échelle qui permet d'identifier un patient palliatif à un stade précoce de sa maladie. Il s'agit du PICT, le Palliative Care Indicator Tool. Ce PICT est utilisé par les médecins, le médecin généraliste notamment. La première question de l'outil évalue directement la vulnérabilité du patient et la question est: seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6 à 12 prochains mois? Si le médecin répond par la réponse non, donc c'est-à-dire non, je ne serais pas surpris si mon patient venait à décéder, eh bien, il y a 2 autres questions qui vont se poser et qui vont se référer à des critères de
fragilité et d'incurabilité, notamment quel est le parcours de soins que le patient a suivi dans les mois qui ont précédé et les hospitalisations qui ont eu lieu, s'il y en a eu. Si le PICT permet d'identifier la situation du patient comme relevant du palliatif, alors l'Advanced Care Planning, donc l'ACP, va être d'actualité. Alors, l'Advanced Care Planning, en fait, bon, c'est pour qui? C'est pour le médecin généraliste qui va gérer le dossier médical global ou pour un médecin généraliste qui fait partie d'un groupement de médecins généralistes dont un gère le dossier médical global, typiquement un centre médical. Alors pratiquement, il existe maintenant un numéro de nomenclature depuis novembre 2022 qui permet aux médecins de facturer 93,14 €. Ce numéro de nomenclature ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours de la vie du patient. Il peut être cumulé avec une autre visite ou avec d'autres prestations. Et il comprend toutes les discussions avec des dispensateurs de soins qui seraient concernés. La preuve du PICT positif et de l'ACP doivent être conservées dans le dossier médical du patient et le contenu de l'ACP doit être rendu disponible via un hub. Alors, il y a des modèles d'ACP, enfin, il y a un modèle d'ACP que vous pouvez retrouver. Il y a un lien, pardon, qui est indiqué ici, mes vieux jours. Vous recevrez ce webinaire après la fin de ce webinaire et donc vous pourrez cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir un modèle d'ACP, mais typiquement, on demande au médecin de parler du projet thérapeutique avec son patient et de faire éventuellement les déclarations anticipées négatives. J'y reviendrai plus tard. Attention, on voulait quand même indiquer, et c'est très important, que pour le moment, le PICT n'est pas une échelle de référence pour donner accès pour les aides et remboursements qui sont liés aux soins palliatifs. Je vais revenir après à quelles sont les conditions et les documents qui sont nécessaires pour avoir accès à ces aides et à ces remboursements, mais le PICT permet d'identifier le patient palliatif, mais ne permet pas d'avoir accès aux aides et aux remboursements. C'est en train d'être discuté, mais ce n'est pas encore actif. Je vais maintenant passer en revue le statut palliatif à domicile et puis je parlerai de tout ce qui est palliatif dans d'autres lieux de vie. Donc, on va commencer par le domicile. Le statut palliatif à domicile ouvre des droits au niveau d'assurabilité. Donc, ce sont des droits à des aides qualitatives et financières à la fois pour les patients et pour les proches. En pratique, pour obtenir ce statut et ces aides, il faut remplir un formulaire qui doit être complété par le médecin généraliste et qui doit être envoyé au médecin conseil. Vous allez trouver ces formulaires sur notre site internet dans le focus fin de vie palliatif et donc vous aurez des liens qui vous permettra d'y accéder. Les conditions d'accès qui sont reprises dans le formulaire, je vais les parcourir avec vous. Donc, il doit s'agir d'un patient qui souffre d'une ou de plusieurs affections irréversibles dont l'évolution est défavorable, avec une détérioration sévère généralisée de la situation physique et psychique, chez qui des interventions thérapeutiques et la thérapie revalidante n'influencent pas cette évolution défavorable, pour qui le pronostic de l'affection est mauvais et pour qui le décès est attendu dans un délai assez bref, donc une espérance de vie de plus de 24 heures et de moins de 3 mois. Je fais une parenthèse ici. Vous voyez la différence qu'il y avait avec le PICT, où dans le PICT, on intervient de manière beaucoup plus précoce et où la question du décès se posait dans les 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est vraiment une différence entre ce formulaire qui permet d'accéder aux aides et aux soins et le PICT qui intervient de manière beaucoup plus anticipative pour les soins palliatifs. Alors, je reviens aux conditions d'accès. Donc, il s'agit d'un patient ayant des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants, nécessitant un engagement soutenu et long. Le cas échéant, il est fait appel à des intervenants possédant une qualification spécifique et à des moyens techniques appropriés.
Et la dernière condition d'accès, bien sûr, c'est que la personne a l'intention de mourir à son domicile. Les aides et les remboursements qui sont possibles à domicile sont les suivants. Il y a d'abord un forfait, une allocation qui est de 801,23 € qui est modifié tous les ans. Donc ça, c'est le montant depuis le 1er janvier 2024 et il est renouvelable une fois. Ce forfait, typiquement, peut être utilisé pour acheter du matériel médical pour le maintien à domicile et également pour des médicaments. Alors, les autres aides et remboursements possibles, eh bien, ce sont les visites du médecin généraliste avec la suppression du ticket modérateur. C'est la même chose pour les soins infirmiers où il y a une suppression du ticket modérateur. Pour cela, l'infirmier doit compléter un formulaire et l'envoyer au médecin conseil. La même chose pour la kiné, il y a une suppression du ticket modérateur et alors il y a aussi la possibilité d'avoir deux séances de kiné sur une même journée, alors qu'en temps normal, on ne peut pas avoir deux séances de kiné sur une même journée. Donc ici, il y a deux codes de nomenclature qui peuvent être utilisés par le kiné s'il y a deux prestations sur la journée. Une autre aide et remboursement à domicile, c'est l'oxygénothérapie, où là, il y a un remboursement intégral sans demande préalable au médecin conseil. Cette oxygénothérapie est délivrée, en pharmacie et il faut que la prescription du médecin généraliste indique qu'il y a un tiers payant applicable, une période et un dosage, et également l'oxygène gazeux. Je vais maintenant vous parler des informations générales pour les patients en soins palliatifs qui se trouvent dans les maisons de repos et des maisons de repos et de soins. Ils ont également droit à des aides financières qui viennent compléter l'offre qui est déjà donnée par l'institution dans laquelle ils se trouvent. En pratique, eh bien, c'est un petit peu la même chose que pour le domicile. Il y a un formulaire qui doit être complété par le médecin généraliste qui est un formulaire différent de celui qui est celui du domicile et qui doit après être envoyé au médecin conseil. Pour les aides, donc pour obtenir ces aides et ces remboursements, effectivement, il y a de nouveau tous des critères qui sont demandés. Je ne vais pas repasser avec vous sur tous les critères parce qu'en fait, ce sont les mêmes critères que ce que l'on a retrouvé à domicile par rapport aux patients. La seule chose qu'on ne retrouve pas ici, bien sûr, c'est ayant le souhait de mourir à son domicile. Alors, les aides et les remboursements qui peuvent être obtenus, en plus de ce qui existe déjà et qui est dans le forfait des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, vous avez la visite du médecin généraliste avec la suppression du ticket modérateur. Vous avez de nouveau l'oxygénothérapie avec un remboursement de nouveau intégral sans demande préalable au médecin conseil. À nouveau, l'oxygène doit être pris dans une pharmacie, on doit aller chercher dans une pharmacie et la prescription du médecin généraliste doit indiquer un tiers payant applicable, la période, le dosage et l'oxygène gazeux en décennie ou en oxyconcentrateur. Alors, concernant la kinésithérapie, eh bien, il n'y a pas de remboursement spécifique. Pourquoi? Parce que dans les maisons de repos et de soins, donc dans les MRS, la prestation est incluse dans le forfait journalier. Tandis que dans le MRPA, donc dans les maisons de repos, eh bien, ça va être la nomenclature habituelle qui va être d'application, ce qui veut dire que c'est le tiers payant qui reste applicable. Il existe des équipes que l'on appelle des équipes de deuxième ligne, qui sont des équipes spécialisées et qui sont composées de différentes professions, des médecins, infirmiers, pour certains, il y a des psychologues et des assistants sociaux. À quoi servent ces équipes et comment est-ce qu'elles interviennent? Eh bien, elles vont faire une évaluation, une coordination et un accompagnement des soignants qui sont habituels autour du patient, avec une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour ces soignants, et également un accompagnement des patients et des proches dont le suivi de deuil fait partie. Cet accompagnement est intégralement remboursé et n'est pas du tout à charge du patient et de ses proches. En pratique, pour pouvoir faire intervenir ces deuxièmes lignes, il faut une attestation du médecin généraliste qui donne son accord.
Alors, sur Bruxelles, il existe 4 équipes euh, qui viennent à domicile ou dans le lieu de vie de la personne. Vous avez Continuing Care, Interface, Omega et Semiramis. À cela s'ajoute l'équipe des psychologues de Brussano dont je fais partie, qui font également des suivis et des soutiens de patients et de leurs proches à domicile. Typiquement, pour des équipes de deuxième ligne qui n'ont pas de psychologue et dont les patients ou les proches souhaitent avoir un suivi psychologique, ou pour des équipes où il y a un psychologue, mais où le psychologue est déjà en soutien avec une personne qui est en fin de vie ou ses proches et qui a une deuxième demande dans le même accompagnement et dans le même, pour le même patient ou pour les proches. Brussano organise aussi des groupes de parole ponctuels pour des équipes de soignants qui seraient en difficulté face à des situations complexes et où il y aurait besoin d'avoir un support. Là encore, j'insiste, ce sont des groupes de parole ponctuels, ce n'est pas sur la durée. On vient maintenant à parler des soins palliatifs dans l'hôpital, au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, on retrouve des équipes mobiles hospitalières de soins palliatifs que l'on appelle les EMSP. Ils ont dans leurs équipes, ce sont des équipes multidisciplinaires, à la fois avec des infirmiers, des médecins, qui ont un rôle transversal dans tout l'hôpital et qui agissent en seconde ligne. Donc ça veut dire qu'ils viennent aussi en support dans les unités et dans les différents services de l'hôpital quand il y a un patient qui se trouve en palliatif, en fait, qui a un statut palliatif. Alors, il va être sollicité par le médecin de la salle, par le médecin, donc cette équipe va être sollicitée, pardon, par le médecin de la salle et du service. Et que va faire cette équipe mobile? Eh bien, elle va évaluer et faire des propositions spécialisées pour la gestion de symptômes réfractaires de la douleur et des souffrances. Pour des questions d'éthique, elle va former également le personnel de ces services et elle va essayer de développer la culture palliative dans le service et dans les services intra-hospitaliers. À côté de ces équipes mobiles hospitalières de soins palliatifs, vous avez des unités spécialisées en soins palliatifs, ce sont les USP. Il n'y en a pas dans tous les hôpitaux, il y en a dans 7 hôpitaux bruxellois, donc qui sont répartis dans la région bruxelloise, et ça représente environ 60 lits, 56 lits pour être exact. Et ils sont composés également d'une équipe pluridisciplinaire avec médecins, infirmières, kinés, ergo, aides-soignantes, psychologues et encore d'autres professions. Il existe également des soins palliatifs pour les enfants. Les enfants ont droit à un statut palliatif et il y a des avantages qui y affèrent. Il existe également des équipes en soins palliatifs pédiatriques qui se rendent à domicile et de liaison, et par exemple Globulome, et il existe des lieux de séjour résidentiels qui peuvent permettre à la famille d'avoir un moment de répit et à l'enfant d'avoir des soins adaptés. J'en viens maintenant à parler des aides financières pour les aidants. Les aidants proches, quand ils sont salariés, peuvent demander un congé thématique en soins palliatifs pour accompagner une personne qui est atteinte d'une maladie grave et incurable et qui est donc en soins palliatifs. Ce congé thématique permet de prendre un arrêt, enfin un congé, donc soit de manière complète sur le temps de travail, soit une réduction partielle du temps de travail en un 5e temps. L'indemnité forfaitaire en 2024 est de 886,73 € net ou de 1527 € net pour les personnes qui vivent seules avec un enfant à charge. La durée de ce congé thématique est de 1 mois et elle est renouvelable 2 fois pour une même personne. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de prendre 3 mois de congé de soins palliatifs pour accompagner une personne qui est en soins palliatifs. Alors, comment obtenir ce congé palliatif? Eh bien, ils font une attestation du médecin généraliste du patient
qui est en soins palliatifs et il faut la remettre à l'employeur avec un document faisant la demande de congé. Et il faut également remplir un document à l'ONEM qu'il faut rentrer à l'ONEM et qui est le formulaire C61. Alors, vous pouvez aussi retrouver tous les liens sur notre site internet via le focus palliatif fin de vie. Une précision importante, c'est que quand on fait cette demande pour une personne qui est en soins palliatifs, l'anonymat peut rester. Vous n'êtes pas obligé de dire pour qui vous faites la demande, si c'est pour un parent, voilà, ou si c'est pour une personne qui vit sous votre toit. Vous n'êtes pas obligé en tout cas de donner l'identité de la personne. Il existe également des allocations forfaitaires pour les indépendants qui souhaitent accompagner un enfant ou un proche qui est en soins palliatifs. Il s'agit d'une interruption qui peut être soit totale, soit partielle de l'activité. L'indemnité complète en 2024 est de 1 574,68 € par mois. Alors, l'indemnité peut être demandée sur une durée maximum de 12 mois sur toute la carrière de l'indépendant et il est possible, bien entendu, de le disperser sur toute la carrière. Les 12 mois ne doivent pas être pris en une fois. Comment obtenir cette allocation forfaitaire et cette interruption totale ou partielle? Eh bien, à nouveau, il faut avoir un certificat du médecin généraliste du patient qui est en soins palliatifs et il faut l'envoyer à la caisse d'assurance sociale. Il existe d'autres dispositifs pour les aidants que vous pouvez retrouver ici via les liens Internet qui seront à votre disposition. Vous avez Aidants Proches Bruxelles, vous avez Doc Aidant et vous avez jeunesaidantproches.be également. Nous mettons également à votre disposition un répertoire spécialisé en matière de soins palliatifs où vous retrouvez différents acteurs qui sont présents en région bruxelloise. Et donc, ça se trouve sur notre site sous forme d'un fichier PDF qui est accessible. J'en viens maintenant à parler des déclarations de fin de vie. Donc, les déclarations fin de vie, c'est la planification anticipée des soins qui va permettre de réfléchir à la fin de vie, à sa fin de vie, et bien souvent de pouvoir ouvrir un dialogue avec son médecin et avec ses proches. C'est donc une démarche qui est totalement proactive, anticipative et qui est révocable. Ça veut dire qu'il y a moyen à tout moment de changer d'avis et de revenir sur les avis que l'on avait donnés. Il existe 5 déclarations anticipées. Vous pourrez également les retrouver sur notre site et vous aurez des documents que vous pourrez retrouver sur notre site. Il y a la déclaration anticipée négative qui reprend qui est relative au refus de soins. Il y a la déclaration relative à l'euthanasie, celle qui est relative aux méthodes de sépulture ou de rite, celle qui est relative au don d'organes et celle qui est relative au don du corps à la science. Je vais les parcourir très rapidement avec vous maintenant. Alors, la déclaration anticipée négative de refus de soins, eh bien, c'est si je ne suis plus capable d'exprimer ma volonté, alors je ne souhaite plus avoir de traitement visant à prolonger la vie, mais je veux bien éventuellement avoir des traitements si ça me permet d'avoir du confort. Je ne veux plus d'examen, sauf dans le cas où ils me permettent également de maintenir un confort, mon confort. Il est possible de désigner un représentant afin de faire respecter mes souhaits et mes droits. Ça peut être la désignation d'un mandataire de santé ou d'une personne de confiance. Typiquement, le mandataire de santé va pouvoir prendre des décisions à la place de la personne, tandis que la personne de confiance va être là dans un souci plus d'accompagnement de la personne dans différentes démarches. Alors, comment procéder? Eh bien, il faut remplir une déclaration anticipée dont vous aurez un exemple si vous le souhaitez sur notre site internet. Il faut l'enregistrer si vous le souhaitez à la commune, le transmettre aussi de préférence à votre médecin généraliste ou à une personne de confiance et il est révisitable bien entendu à tout moment. Vous pouvez changer d'avis.
La deuxième déclaration anticipée est relative à l'euthanasie. Donc, c'est si je me trouve dans un état d'inconscience irréversible et que je ne pourrai plus communiquer. Donc, c'est uniquement lorsque la personne est dans un état de conscience irréversible. Et donc, c'est un document qui se remplit à l'avance. C'est un document officiel, c'est un formulaire officiel que vous retrouvez sur healthbelgium.be. Donc, il reprend également toutes des informations administratives qui doivent être complétées. Ce document, ce formulaire doit être fait en présence et rempli en présence de 2 témoins, c'est obligatoire, dont l'un ne doit avoir aucun intérêt avec le décès de la personne, bien entendu, pour des raisons d'héritage. Et on peut également désigner des personnes de confiance, enfin 1 ou 2 personnes de confiance. C'est totalement facultatif, mais il est possible de le faire. Alors, cette déclaration anticipée relative à l'euthanasie doit être ou peut être enregistrée à la commune. De nouveau, il est préférable de le transmettre à son médecin généraliste et à une personne de confiance. Autrefois, donc avant avril 2020, ce document était valable uniquement pendant 5 ans et il était nécessaire de le renouveler. Depuis le 2 avril 2020, sa validité est illimitée. Donc, toutes les personnes qui auraient fait ce document avant le 2 avril 2020 doivent le refaire pour qu'il devienne illimité. Et il peut s'enregistrer à la commune. J'en viens maintenant à la déclaration des dernières volontés et des obsèques. Bien, c'est penser à l'avance à ce que je souhaiterais pour ma sépulture, au rite que je souhaiterais et que j'aimerais qu'il soit respecté. Donc, c'est tout simplement écrire des documents, écrire soi-même un document indiquant les dernières volontés. Donc, concernant la sépulture, la cérémonie choisie, les obsèques, il y a la possibilité aussi de prendre déjà contact avec des pompes funèbres ou de désigner les pompes funèbres que l'on souhaite. Évidemment, les proches, il est demandé aux proches après d'en tenir compte. Vous pouvez l'enregistrer auprès de la commune, le transmettre à votre médecin généraliste et à votre personne de confiance. Et bien sûr, vous pouvez changer d'avis à tout moment. La quatrième déclaration, c'est la déclaration de don d'organes. Il faut savoir que toute personne est donneur potentiel d'organes, sauf si on déclare le contraire. Donc, il faut donner soit son consentement explicite, c'est-à-dire je veux vraiment être donneur d'organes et donc l'indiquer, et on peut même parfois avoir une carte de don d'organes sur soi qu'on peut garder dans son portefeuille de sur soi. Ou bien on peut indiquer qu'on refuse de donner ses organes, et donc là, on sait qu'on ne veut pas donner ses organes ou ses tissus, qui peuvent être destinés à la transplantation, à la fabrication de médicaments ou à la recherche. Comment procéder? Eh bien, là aussi, vous avez un formulaire officiel qui se trouve sur healthbelgium.be, L'enregistrement est possible auprès de la commune ou auprès de votre médecin généraliste ou directement sur mysanté.be. Oui, de préférence, il faut prévenir son médecin généraliste ou la personne de confiance parce que c'est très important. La personne ne sera plus en capacité de pouvoir le dire. Donc, il faut pouvoir prévenir si vous voulez vraiment donner vos organes ou si vous refusez totalement de les donner. La cinquième déclaration anticipée relative au don est relative au don du corps à la science. Donc, il s'agit ici de dire si on souhaite donner son corps à la science pour la recherche scientifique. Pour ce faire, il faut contacter à l'avance une université de son choix. Il existe différentes universités en Belgique. Donc, vous avez des universités du côté francophone et néerlandophone que vous pouvez voir ici sur la présentation. Comment procéder? Eh bien, il faut faire une demande manuscrite, datée et signée. Il faut, de préférence, donner une copie à la personne de confiance et envoyer l'original à l'université de son choix. Et bien sûr, on peut changer d'avis à tout moment. Voilà, je termine ici avec les déclarations de fin de vie et je vais passer à tout ce qui concerne l'euthanasie. La définition de l'euthanasie, c'est tout acte pratiqué par un tiers, toujours un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Alors,
Il existe deux types de manières de demander l'euthanasie. Nous avons déjà parlé précédemment, je vous ai déjà parlé précédemment de la manière anticipée. Donc ça, c'est si la personne est inconsciente de façon irréversible et qu'elle ne peut plus le demander. Et il y a une autre possibilité pour demander l'euthanasie, c'est de manière actuelle, si la personne est consciente et remplit les conditions de la loi. Et je vais maintenant plus parler de la matière actuelle. Si la demande est actuelle, la personne doit être majeure parce qu'il y a d'autres conditions, enfin, il y a la possibilité aussi pour les mineurs, mais il y a des conditions supplémentaires et je n'y viendrai pas ici, mais vous pouvez trouver des informations sur le focus fin de vie et soins palliatifs qui est sur notre site internet. Donc, quand la demande est actuelle, la personne doit être majeure, elle doit avoir une affection grave et incurable, être capable et consciente, souffrir, avoir une souffrance, pardon, physique et ou psychique inapaisable, insupportable et constante. Elle doit faire cette demande de manière volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure. Et cette demande doit être faite par écrit et être indiquée ou être reprise dans le dossier médical. Le médecin, de son côté, doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie s'il reçoit une demande. Enfin, le médecin doit informer son patient quand il a une demande d'euthanasie, donc de son état de santé général et de son espérance de vie. Il doit également l'informer de toutes les possibilités de soins qui existent, dont les soins palliatifs. Il doit s'assurer de la persistance de la demande. Il doit informer l'équipe soignante et les proches qui ont été désignés par le patient, et uniquement les proches qui ont été désignés par le patient. Et il doit demander l'avis d'un autre médecin pour s'assurer de l'incurabilité et de la, excusez-moi, donc de l'incurabilité de la maladie, et il doit le demander à un ou deux médecins en fonction du pronostic. Typiquement, si le pronostic de décès est à longue échéance, il va y avoir deux médecins qui vont devoir en plus intervenir et donc qui vont devoir donner leur avis. Vous trouvez différents outils qui sont à votre disposition sur notre site. Le focus soins palliatifs fin de vie, dont on parle ici aujourd'hui, en plus du répertoire de ressources que vous avez vu tout à l'heure et que je vous ai présenté. Il y a également la revue Kairos qui est disponible sur notre site et que l'on peut également éventuellement vous envoyer si vous le souhaitez. J'en profite pour vous dire que la dernière revue Kairos est parue aujourd'hui, la toute dernière revue, et elle a pour thématique les espaces et le temps. Donc, c'est une revue qui est vraiment dédiée à tout ce qui est soins palliatifs et fin de vie. Nous avons également le helpdesk, dont vous voyez le numéro ici, qui est un helpdesk, une ligne téléphonique où peuvent appeler les professionnels social santé qui se retrouvent face à une situation complexe dans un trajet de vie d'un de leurs patients et où ils pourront être dirigés vers de l'aide plus spécialisée qu'ils ont besoin pour leurs patients. Pour aller plus loin, vous avez également le palliaguide.be. Vous avez le site créé par le SPF, Mes Vieux Jours, dont je vous ai donné tout à l'heure aussi la référence pour tout ce qui était ACP. Et vous avez la Fédération des soins palliatifs, la Fédération bruxelloise, la Fédération wallonne et la Fédération flamande. Je vous remercie à tous pour votre écoute et nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses avec Céline Diou et Maxime Vasseur. Merci à vous. Alors, on passe effectivement à la deuxième partie de ce webinaire. Vous avez déjà adressé toute une série de questions. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour y répondre. Vu le nombre de questions, je vais inviter les intervenants à y répondre voilà, le plus précisément et concisément possible, en prenant évidemment
tout le temps nécessaire pour qu'on puisse les survoler. Alors la première question est la suivante. Que faire si un patient remplit les critères du PICT, mais pas celui des conditions d'accès au formulaire de soins palliatifs à remettre au médecin conseil? Est-il éligible au statut de soins palliatifs? Alors, j'ai envie de dire que les critères du PICT, le PICT de base, c'est une aide au médecin traitant pour avancer tout ce qui peut être soutien à la famille, réflexion des patients par rapport à leur fin de vie, par rapport à leur vie plus compliquée et palliative qui suit. Euh, Contrairement au formulaire de soins palliatifs, où finalement c'est le médecin traitant qui va cocher ce qui est nécessaire pour que ce soit accepté. Je veux dire par là qu'en fait, il y a des critères. Si on prend par exemple le critère d'avoir le souhait de mourir à domicile, euh, c'est un souhait. Et donc, l'un dans l'autre, on peut le cocher comme étant, oui, en fait, je le souhaite, mais ça ne m'empêche pas de changer d'avis à tout moment et de dire à tout moment, en fait, euh, non, finalement, c'est plus mon souhait. Donc, il y a comme ça des critères qui peuvent être, qui peuvent évoluer, qui peuvent donc changer. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, les deux vont être complémentaires et ne s'annulent pas l'un et l'autre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question par contre, mais Je pense, oui. Alors, nous avons une question très concrète concernant les équipes spécialisées. Et la question est la suivante. Comment choisir à laquelle des 4 équipes on fait appel? Est-ce qu'elles ont des spécificités, des territoires préférentiels sur Bruxelles? Moi, je veux bien essayer de répondre à celle-ci. Donc, sur les 4 équipes, en principe, il n'y a pas de différence notable, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes missions et il y a une base qui est la même. Après, c'est plutôt des sensibilités qui vont peut-être être un peu différentes. Et celle qui est la plus notable, je pense, c'est par exemple la langue. Donc, c'est vrai que Semiramis et Continuing Care sont beaucoup plus présents sur la partie francophone. Et par contre, la seconde ligne Omega est plus présente sur le côté néerlandophone. Donc, par exemple, pour les familles où c'est strictement néerlandophone, bah, Omega a des infirmiers qui seront voilà, plus à l'aise avec cette situation-là. En principe, tout le monde peut couvrir les 2 langues, mais voilà, il y a quand même en pratique cette petite différence. Et il me semble aussi, mais alors ça, faudrait confirmer avec des infos peut-être plus récentes concernant Interface, mais il me semble qu'Interface traite principalement des patients traités et suivis à Saint-Luc. Il me C'est semble plus qu'ils ne... c'est plus d'actualité, mais non, ils Ah, vont c'est aussi plus partout. d'actualité. Mais Ah, c'est ils font vrai aussi qu'ils partout. ils sont plus liés à Saint-Luc, mais ils peuvent se rendre aussi dans toute la région Voilà. bruxelloise. Donc voilà, c'est pas... Mais en tout cas, ils ont peut-être plus ça. Et après, Continuing Care et Semiramis sont pas pareil avec tous les hôpitaux et je dirais avec un accent sur le côté francophone, même s'ils prennent aussi des néerlandophones. Nous, en tout cas, en première ligne, parce que je parle pas exactement en leur nom, c'est comme ça, plutôt francophone avec ses Miramis et Continuing Care. Omega est un petit peu plus présent sur le côté néerlandophone. alors, je pense qu'aussi en termes de spécificité, ils ont les mêmes missions au départ, et puis après, ben, rien n'empêche chacune de ces structures de répondre à des projets et du coup de pouvoir développer des choses différentes ben, en termes d'apport en psychologie et en séances de soutien. Euh, je sais que Continue Care, par exemple, ils ont un projet sur tout ce qui est soins. Ils ont une infirmière spécialisée en soins de confort, euh, aromathérapie, tout ça. Donc voilà, il y a comme ça des petites spécificités sur des projets euh, enfin voilà, là où il y a souvent des différences, mais ça, je sais pas vous les dire comme ça de base. Merci. Une autre question. Qu'en est-il de la disponibilité du médecin traitant?
En reprenant le PICT, les patients sont éligibles avec un décès attendu dans l'année. Le médecin généraliste doit-il être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant les mois d'accompagnement du patient? Eh bien, ça dépend. C'est-à-dire que, alors le PICT, comme on l'a dit avant, c'est un outil voilà, pour essayer d'anticiper les choses et organiser les soins de la meilleure façon. Maintenant, dans la législation, en principe, si on se réfère du coup, à l'annexe 1, qui est le document, le formulaire que le médecin traitant va remplir, il y a deux possibilités. La première, c'est que le médecin traitant va choisir l'option d'introduire, enfin de faire participer l'équipe de seconde ligne parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Il peut aussi choisir, le médecin traitant, donc il a le choix. Il peut dire, moi, j'ai pas besoin de la seconde ligne, mais en contrepartie, j'accepte d'assumer tout ce que la seconde ligne mettrait en place ou ferait à ma place ou en collaboration avec moi-même. Donc, si le médecin traitant, entre guillemets, choisit cette option-là, il va devoir être présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, puisqu'il ne délègue pas, entre guillemets, cette compétence à la seconde ligne. Par contre, s'il a choisi de travailler en partenariat avec une équipe de seconde ligne, là, en principe, donc légalement, il n'est pas obligé d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, ça facilite clairement les choses. En tout cas, nous, on le voit en tant que première ligne, ça facilite les choses d'avoir un médecin très disponible, même si c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus il est disponible, plus c'est simple. Mais légalement, il n'est pas obligé puisque l'équipe de seconde ligne, elle, a un médecin référent qui va pouvoir prendre des décisions le temps de les régulariser avec le médecin traitant du patient. Donc, on va dire que, par exemple, le cas typique, c'est il y a un problème qui arrive le samedi soir, entre le samedi et le dimanche. Le médecin traitant n'est pas disponible. Et souvent, c'est l'équipe de seconde ligne avec son médecin référent dans l'équipe de seconde ligne. Ils ont toujours un médecin référent en soins palliatifs qui, lui, va pouvoir prendre une décision. Et alors, le lundi, on peut revoir ce qui a été fait avec le médecin traitant qui va dire, je suis OK avec cette prise de décision, ou qui va plutôt s'orienter vers autre chose et dire, moi, OK, ça, on est parti là-dessus sur le week-end, mais je décide de changer. Donc, en principe, il n'est pas obligé d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'il y a la présence d'une seconde ligne sur la prise en charge. Merci. Il y a une question ici concernant plutôt le volet administratif. Est-ce qu'il faut faire un changement si l'état de santé du patient s'améliore? Non. J'imagine qu'on fait ici référence au Au statut. statut, oui, c'est ça. Si on fait référence au statut, non. Même si l'état du patient s'améliore, il garde son statut palliatif. Même s'il dépasse 3 mois pour l'annexe 1, bah, si vit, la personne vit plus longtemps que le supposé délai, il perdra pas son statut et ses droits. Et même si on se réfère au PICT et qu'on dépasse même l'année en cours, même si c'est pas le formulaire de référence, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que si le patient, voilà, on pensait que ça serait dans un délai assez court, et puis finalement le patient vit 1 an ou 2, il garde son statut palliatif. Une fois que le statut est posé, il n'y a pas de démarche à faire si l'état du patient s'améliore, il conserve son statut jusqu'au bout. Son statut et les aides qui sont Et ses liées. droits, voilà, c'est ça. Merci pour cette réponse complète. En MRS, Iris Kerr demande qu'un paramédical soit référent palliatif. Savez-vous quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Y a-t-il des formations spécifiques à suivre pour assurer cette fonction? Ah. Alors, si vous voulez, moi, je peux intervenir par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'ici, au sein de Brussano, on a justement des groupes de travail pour les responsables de la culture palliative. Alors, le rôle, c'est de diffuser la culture palliative au sein de la maison de repos et la maison de repos et de soins. Et en fait, pour être honnête, c'est un rôle qui est assez flou et sur lequel on a essayé de travailler au sein de Brussano pour essayer d'établir un profil de fonction qui permettrait de dire quel est le rôle exact, parce que ça varie un peu d'une maison de repos, une maison de repos et de soins à l'autre. Et donc, en fait, c'est vraiment de pouvoir être de conseil par rapport aux résidents qui devraient être en soins palliatifs.
et par rapport à leur famille et par rapport aux collègues et aux soignants. Alors, c'est quelque chose qui doit encore être retravaillé et qui doit être amélioré parce qu'il n'y a pas une grande reconnaissance actuellement au niveau législatif et légal. Et donc, il faudrait encore y retravailler. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si vous voulez compléter, mais voilà. Moi, Alors, on passe à une autre question. Il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas si on pourra toutes les traiter, mais on va essayer d'y répondre au maximum. Où et comment pouvons-nous nous procurer la dernière version du PSPA? Il me semble que sur soinspalliatifs.be, on peut le trouver. Et il me semble qu'aussi sur juste www.pspa.be. Il me semble Oui, qu'ils ont aussi la dernière version. Voilà. Euh, la Fédération Wallonne des soins palliatifs aussi. Enfin, il me semble il y a pas mal d'endroits. Franchement, si on tape PSPA dans Google, il y a plein de sites vraiment sûrs. La Fédération Wallonne des soins palliatifs, soinspalliatifs.be, enfin des sources sûres où en général, voilà, les versions les plus récentes sont présentes. Je pense, pas dire de bêtises. Merci. Comment parler de ces questions-là avec des personnes en situation de handicap mental et avec leur famille? Alors, je pense que pour ça, il y a des associations spécifiques qui sont spécialisées dans le handicap mental, justement, et qui peuvent clairement permettre une approche spécifique de ces personnes, parce que c'est sûr que c'est un peu le parent faible de toutes ces situations palliatives, parce qu'ils les vivent de la même manière, en effet, et que l'approche est très très compliquée. Mais voilà, il faut aller voir pour des associations et qui vont faire ça de manière beaucoup plus spécifique que n'importe qui pourrait le faire. Une question sur le don d'organes. Est-ce que toute personne vivant en Belgique est considérée comme donneuse d'organes potentiels ou est-ce uniquement les personnes qui ont la nationalité belge? Et ben, en principe, moi j'ai fait un cours là-dessus il n'y a pas très longtemps, c'est tous les gens résidant en Belgique. Puisque moi je suis pas belge, je réside en Belgique depuis un petit temps et je me suis récemment posé la question au détour d'un cours et oui, on m'a répondu que j'étais donneur potentiel malgré que je n'ai pas la nationalité belge. Donc a priori oui, à partir du moment où enfin vous êtes enregistré, vous avez un numéro de registre national et que vous résidez en Belgique, vous êtes donneur potentiel. À moins, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez, du coup, j'ai aussi l'accès via, voilà, au formulaire pour dire que je ne suis pas d'accord, mais je suis donneur potentiel également sans être belge, mais en résidant en Belgique. Merci. Quel est le rôle de l'infirmière d'une maison médicale avec un patient en soins palliatifs? Rôle de l'équipe des soins palliatifs par rapport au rôle de l'infirmière en maison médicale. Et ben, a priori, ça va être un peu la même chose qu'au domicile, c'est-à-dire que l'équipe de MRS, enfin l'équipe de la maison de repos, va être ce Maison qu'on pourrait médicale, assimiler. Comment? c'est pas la question avec maison médicale? Ah, la maison médicale, pardon. Oui, ben donc ça revient au même de toute façon. Oui, oui. L'infirmière de la maison médicale va avoir le rôle de première ligne et l'équipe de soins palliatifs va jouer le rôle de seconde ligne. Donc en fait, l'infirmière de première ligne va avoir son rôle habituel avec la gestion des soins du quotidien et assurer la coordination, enfin faire remonter les informations à l'équipe de seconde ligne en cas de dégradation du patient, en cas de problème de douleur non soulagée. Voilà, pour la gestion de tous les symptômes, ça veut dire, ça va être les yeux et les oreilles de l'équipe de seconde ligne qui va pas forcément venir tous les jours, qui va pouvoir passer tous les jours si c'est nécessaire et dans des moments, on va dire, de problèmes aigus.
Mais sinon, le rôle de l'infirmière de la maison médicale, si elle assure les soins du quotidien, ça va être le même rôle que les infirmières de première ligne, c'est-à-dire s'occuper des soins du quotidien du patient, comme le fait l'infirmière de première ligne, et faire remonter les informations qui pourraient servir à maintenir le confort du patient à domicile, en faisant remonter les infos au médecin traitant et à l'équipe de seconde ligne pour mettre des choses en place pour que le patient soit le plus confortable possible. Et donc, oui, je vois la question, l'infirmière de première ligne doit-elle être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Oui, en situation palliative, oui. Concernant la déclaration anticipée relative au don du corps à la science, est-ce que la famille ne reçoit jamais le corps ou est-ce qu'elle le reçoit plus tard? Est-ce que vous avez une Oui, réponse? en fait, ça va aussi dépendre de ce qu'on accepte de donner ou pas. Puisque, en fait, si vous allez sur le site pour répondre au questionnaire de ce que vous acceptez de donner, en fait, il y a tout un tas de choses qu'on peut donner ou ne pas donner. Donc, ça peut être limité aux organes principaux, mais ça peut être aussi la peau, ça peut être les tissus conjonctifs, ça peut être plein de choses. C'est vraiment hyper détaillé. Je vous invite à aller voir. En fait, vous pouvez vraiment choisir dans le détail ce que vous acceptez de donner ou pas donner. Et donc, j'imagine qu'en pratique, quand on a donné énormément de choses, ça va plutôt être des situations, j'imagine, où on s'oriente vers des crémations ou des choses comme ça, puisqu'il ne va pas rester énormément de choses. Mais si on donne, on va dire, on accepte de donner les organes principaux, bah, oui, le corps sera rendu à la famille pour procéder à un enterrement. Voilà, ça dépend toujours on va dire, de l'état du corps par la suite, j'imagine. Mais en principe, la famille, on va dire, je pense, dans la plus grande partie des cas, oui, la famille récupère le corps après. Le corps ou l'urne, oui. Et je Oui, c'est pense qu'il y ça. a un délai, enfin, ils peuvent garder le corps 1 an ou 2 ans, je sais plus exactement, mais Je crois que ça, c'est quand on accepte, parce qu'il y a aussi d'accepter que ça soit utilisé pour la science, pour la des science. études, pour vraiment des études cliniques ou des choses comme ça, ou pour les médecins, voilà, pour la pratique de la médecine. Et donc, voilà, ça va dépendre un petit peu de en fait, ça va dépendre beaucoup de ce que la personne a accepté, mais normalement, tôt ou tard, ils récupéreront le corps. Merci. Pouvez-vous confirmer que l'état de conscience irréversible ne concerne que des comas? Est-ce qu'un patient totalement dément, donc une conscience irréversible, ne peut pas être concerné? Alors, c'est Alors, pour le... Ouais, ouais, vas-y, c'est super compliqué ça parce qu'en fait, c'est pas vraiment un état d'inconscience dans le sens où ce sont des patients qui vont passer d'un avis à un autre et que donc c'est difficile de s'appuyer sur quelque chose. Donc là, c'est vraiment le médecin traitant avec certainement un psychiatre, voire un deuxième psychiatre qui vont devoir beaucoup réfléchir à la situation, à ce qui avait été dit avant. Voilà, donc ça, c'est vraiment des situations très, très complexes pour les médecins à déchiffrer et à analyser. Et c'est vraiment au cas par cas, je pense. Ouais. Voilà, comme disait Céline, ça va être une décision collégiale entre le médecin traitant et plusieurs spécialistes qui vont décider de ça. Mais alors là, il y a pas, enfin, c'est impossible de faire des généralités ou une temps. Je pense que c'est vraiment au cas par cas en fonction de la situation et de tous les autres critères qu'il y a autour pour pour l'acceptation d'un projet d'euthanasie, ça va être voilà, ça va être tout mis ensemble et ça va être au médecin de juger. Mais donc il y a pas de règles ou de réponse générale. Merci. Je vais voir si ma collègue Nora, qui est là, peut prendre le relais pour vous Il y a adresser encore les une. dernières questions. Ouais, je vois qu'il y en a une, Gaëtane, sur justement l'organisation quand il y a la prise en charge de soins palliatifs par une seconde ligne.
il ne serait pas nécessaire d'attendre disponibilité, prescription du médecin généraliste, car ils ont un médecin référent. Oui, celle-là. À qui s'adresser à tout moment. Qu'en est-il de la prise en soins infi, seconde ligne gère ou infirmière à domicile? Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est deux choses différentes. La première ligne, elle fait vraiment les soins et la seconde ligne ne va pas lui retirer ces soins-là parce qu'elles ont deux rôles différents et complémentaires. Donc la première ligne va faire les soins. La seconde ligne va se charger de tout ce qui est plus psychologique, suivi des familles, matériel, douleur, mettre en place les protocoles de détresse, tout ça. Et ils vont être en très forte collaboration avec le médecin traitant parce que c'est quand même lui qui connaît le mieux son patient. Et en fait, c'est une espèce de triangulation qui se forme entre le médecin traitant, la seconde ligne et la première ligne. Et en fonction de ce que chacun voit, de ce que chacun a envie de soumettre, il y a des discussions qui se font pour mettre en place des choses pour que le confort du patient et de la famille soit au maximum pour ces jours difficiles. Donc, il y a rien qui est retiré à personne, en fait. Et le médecin référent de la seconde ligne palliative va être là pour le cas où le médecin traitant ne peut pas être disponible et où c'est une question vraiment sur le moment très importante et où il nous faut une réponse rapidement. Après, le médecin référent de la seconde ligne palliative est aussi là en aide au médecin traitant. Donc, le médecin traitant se poserait des questions. Là, je suis face à une constipation complètement sauvage à laquelle j'arrive pas à répondre et que je n'arrive pas à résoudre. Voilà, le médecin référent de la seconde ligne a des notions qui sont complètement différentes et très spécifiques aux soins palliatifs et qui donc va pouvoir aussi aider le médecin traitant à pouvoir répondre à ces questions. Donc voilà, donc je pense que c'est une forme de travail en collaboration avec chacun son rôle, mais chacun complémentaire qui se crée dans ces moments-là. Voilà. Merci beaucoup. On arrive déjà au bout du temps. On s'est engagé à ne pas dépasser l'heure. Je sais que toute une série de questions n'ont pas pu être adressées aux intervenants. Ce qu'on vous propose, c'est de ne pas rester avec vos questions et de nous contacter par mail ou via la ligne helpdesk dont Christine vous a parlé. Contactez-nous pour les questions que vous souhaitez poser et on prendra le temps de vous répondre. Donc on va clôturer ici. Moi, je tiens à remercier ma collègue Christine ainsi que Maxime et Céline pour leur présence durant ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir posé vos questions et on voit que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Vous recevrez dans les prochaines heures ou les prochains jours un mail reprenant le support de présentation qui a été utilisé ainsi qu'un formulaire d'évaluation. On est toujours ravis quand vous pouvez prendre quelques minutes pour nous donner votre avis et nous exprimer vos attentes ou vos suggestions pour nos prochains webinaires.